Bien, donc maintenant on pourrait enchaîner avec la troisième partie donc, de cette section qui concerne la loi des rendements marginaux décroissants. Hein. Donc c'est l'objectif bien sûr, comme on l'a dit, avant de s'attaquer à l'équilibre du producteur, étudier cette loi parce que c'est une condition fondamentale pour comprendre hein, donc le processus par lequel le producteur va converger vers l'équilibre et c'est équivalent un petit peu à ce qu'on a fait lors de l'équilibre du choix l'équilibre du consommateur où on avait étudié la loi de l'utilité marginale décroissante. On avait expliqué que s'il n'y avait pas cette loi, il n'y aura pas d'équilibre du consommateur. De la même manière, s'il n'y a pas la loi de la productivité marginale décroissante ou ce qu'on appelle aussi la loi des rendements marginaux décroissants, il n'y aura pas d'équilibre du producteur. Très bien. Alors, loi des rendements marginaux, ok, décroissants. Donc l'abréviation qu'on utilise en général c'est L pour loi, R pour rendement, M pour marginaux et D pour décroissant. Ce qui revient aussi à écrire, c'est la même chose. Hein. Donc, selon les ouvrages, on utilise soit la loi des rendements marginaux décroissants, soit la loi de la productivité. D'accord? Productivité marginale décroissante. Ok? Très bien. Alors, pour rappel, hein, donc, une loi en sciences économiques, ça n'a rien à voir avec la loi au sens juridique, hein, où il y a des sanctions, etc. Si ces clauses ne sont pas respectées, d'accord. Donc la loi au sens économique du terme désigne toute régularité, c'est-à-dire une règle qui se répète de manière uniforme, d'accord, et qui permet d'expliquer et de prévoir l'évolution d'un phénomène économique. Donc quand on parle de la loi des rendements marginaux décroissants ou la loi de la productivité marginale décroissante, eh bien, on s'intéresse un petit peu à l'évolution, d'accord, de l'output supplémentaire, d'accord, lorsque le producteur va utiliser des unités supplémentaires d'un bien, enfin d'un facteur de production, alors que l'autre est fixe. C'est ça un petit peu l'idée. Donc, si on prend concrètement la situation, hein, c'est-à-dire si on maintient le capital fixe, en général il est fixe à court terme, et on va rajouter des travailleurs à chaque fois, on se pose la question, comment va évoluer l'output supplémentaire, d'accord, la production supplémentaire. Donc, c'est ça un petit peu notre objectif, et bien sûr, vous l'avez bien deviné à travers le titre, bien sûr, hein, productivité marginale décroissante, donc ça veut dire que l'output supplémentaire va être décroissant, donc il va baisser hein, au fur et à mesure qu'on va rajouter du travail, sachant que le capital il est fixe. Donc on va essayer de démontrer ça, on va expliquer qu'est-ce que ça implique, etc. Très bien, donc on va commencer par la définition, bien sûr, de cette loi. Et pour la définir, donc on va prendre un exemple, d'accord, qui va nous permettre de construire cette définition. Alors, imaginons que, voilà, on a un producteur, d'accord, dans la fonction de production, on va préciser, donc on est à court terme, d'accord, s'écrit. Donc, quand je dis c'est la fonction de production à court terme, ça veut dire tout simplement que le capital est égal à une constante, donc il est fixe. On est bien d'accord. On a déjà expliqué ça. C'est écrit. Donc, on a la fonction. On va changer un petit peu. Donc, produit total, qui est fonction uniquement de L, parce que K ne change pas, donc fixe. Donc, est égal à moins L3 plus 10 L au carré plus 32 L. D'accord ? Très bien, donc première question, écrire les fonctions, vous voyez ici on va travailler avec les fonctions, de productivité moyenne du travail et productivité marginale du travail, les deux. Deuxième question, calculer les valeurs, donc calculer les valeurs de productivité bien sûr moyenne du travail, productivité marginale du travail
ok, pour L, qui va varier bien sûr de 1 à 9. Ok. Et après, vous pourrez faire les représentations graphiques. De la productivité moyenne du travail, la productivité marginale du travail et aussi la production ou le produit total. Voilà. Donc à travers cet exercice, hein, donc on va essayer d'aller vers la définition. Très bien. Alors, on commence par la première, bien sûr. Comme on l'a déjà vu, hein, donc la productivité marginale, hein, donc ou la productivité moyenne, donc c'est un petit peu la pardon, hein, donc la productivité moyenne, donc il peut être sous forme de chiffre, une valeur numérique, ou sous forme de fonction, comme on l'a déjà vu dans les applications précédentes, ou pareil pour la productivité marginale, il peut être une valeur numérique, un chiffre, ou ça peut être aussi une fonction. Très bien. Donc, pour calculer la productivité de manière générale d'un input, on suppose que l'autre input, elle est fixe. Et donc, quand on s'intéresse à la productivité marginale ou moyenne du travail, on suppose que l'autre facteur, c'est-à-dire le capital, il est fixe. Donc, comme on est à court terme, voilà, c'est le capital qui est fixe et le travail qui est variable. Donc, on va s'attaquer à... Donc, je reprends la fonction de production totale, okay, qui est égale à moins L3 plus 10L au carré plus 32L. D'accord? Très bien. Donc, la productivité moyenne, donc ça, c'est aussi QL, hein, donc je peux l'écrire QL, est égal à moins L3 plus 10L au carré 32L. C'est la même chose. Donc, la productivité moyenne du travail, qui va être fonction, bien sûr, de L, c'est le produit total, production totale, divisé par L. C'est ce qu'on a fait dans l'application précédente. Ça fait moins L3 plus 10L au carré plus 32L divisé par L. C'est toujours pareil. Productivité moyenne, c'est un petit peu la production moyenne. Je prends la production totale divisée par le nombre d'unités de travail qui ont été utilisées. Et là, je vais simplifier par L tout simplement. Moins L3 sur L, ça fait moins L au carré. 10L au carré sur L, ça fait plus 10L. Et 32L sur L, il reste 32. Voilà la fonction de la productivité moyenne, tout simplement. Okay. Très bien. Donc, de la même manière, bien sûr, donc on va établir l'expression de la productivité marginale, PMLL. Donc, on sait que c'est la dérivée, d'accord, de Q, ok, par rapport à L. Donc, c'est la dérivée du produit total qu'on a ici par rapport à L. Même logique. Donc, c'est la dérivée de moins L3 plus 10, dérivée ici, hein, par rapport à L, 10L au carré, plus 32L prime par rapport à L. Et je fais ma dérivée tranquillement. Moins L3 prime par rapport à L, ça fait moins 3L au carré, plus 10, ou 10L au carré prime, c'est 2 fois 10, ça fait 20L. Et 32L prime, L prime c'est 1 fois 32, ça fait 32. Et j'obtiens donc ma productivité marginale, la fonction de la productivité marginale. Voilà, donc j'ai les fonctions et donc je suis capable de répondre à la deuxième question, c'est-à-dire déterminer les valeurs. Maintenant, on va passer de la fonction, valeur de la productivité marginale et de la productivité moyenne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il suffit juste de remplacer L par sa valeur dans les deux expressions et on obtient le tableau correspondant. Très bien, donc deuxième question, donc je vais construire le tableau. Alors, on a les valeurs de L, bien sûr, première colonne. Donc, ça varie de 1 jusqu'à 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on a le produit total, si vous voulez. Alors, produit total, donc, je remplace un pareil, il suffit de remplacer dans l'expression correspondante. Donc, ici, si je prends la fonction de produit total, donc ça fait, et je remplace par 1, ça fait moins 1, plus 10, ça fait 9, ok, plus 32, ça fait 41.
Ok, et je continue comme ça, c'est du remplacement. Donc 2, pareil, hein, donc ça va faire moins 8, ok. Plus 40, ça fait 32. Plus, justement, hein, donc 64, si vous voulez, donc ça fait 96. Et je remplace. Et on continue comme ça. Donc juste pour gagner du temps, donc je vais donner les valeurs rapidement. Sans ça, c'est juste du remplacement, rien de spécial. Pour 3, 159. Pour 4, 224. Pour 5, on obtient 285. Pour 6, on obtient 336. Pour 7, 371. Pour 8, on obtient 384. Et 369 pour 9. Ensuite, la productivité moyenne du travail. Pareil, on va remplacer L dans l'expression de la productivité moyenne. Donc, ça fait pas, par exemple, pour 1, ça fait moins 1, plus 10, ça fait 9, plus 32, ça va faire aussi 41, donc le même chiffre. Pour 2, pareil, ça fait moins 4, plus 20, ça fait 16, plus 32, ça fait 48, et on continue comme ça, d'accord? Très bien, donc pour 3, on obtient 53, pour 4, 56, pour 5, 57, pour 6, on aura 56, et puis 53, 48, et pour 9, on obtient 41. Très bien. Et enfin, la productivité marginale du travail. Donc pareil, on va remplacer. Alors là, ce qui change par rapport aux valeurs numériques lorsque vous avez un tableau et on vous demande de calculer la productivité marginale du travail, c'est que toujours pour les premières valeurs, on a dit que la productivité marginale, en général, elle est indéterminée. Ici, ça ne va pas être indéterminé. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer dans l'expression de la productivité marginale de travail. Donc, je n'ai pas besoin de valeur finale, de valeur initiale. Puisque ici, je n'ai pas ce problème-là. Donc, je ne vais pas mettre ici indéterminé. Donc, faites attention. Il y a des étudiants qui oublient ça. Donc, suivant la nature des données, vous vous adaptez. Donc, si vous travaillez avec delta valeur finale, valeur initiale, vous allez faire indéterminé. Mais si vous avez une fonction de la productivité marginale, vous remplacez L directement par sa valeur et vous allez prendre ce que ça va vous donner, tout simplement. Donc, si je prends L est égal à 1 pour la productivité marginale, je ne vais pas mettre tiret. On est bien d'accord. Donc, je vais remplacer ici. Ça fait moins 3, plus 20, ça fait 17, plus 32, ça fait 49. Voilà. Et je mets K 49 directement. OK. Ensuite, je prends 2. Bah, pareil, ça fait moins 3 fois 4, ça fait 12, plus 40. Hein, donc, ça nous fait 28, plus 32, ça fait 60. Voilà. Et je continue comme ça. Je remplace directement dans cette expression. Donc, ça me donne 65, 64, 57, 44, 25, 0 et moins 31. Donc, ça peut être aussi négatif. Très bien. Voilà donc les différentes valeurs. Alors, juste pour gagner du temps, donc je ne vais pas m'attarder sur la représentation graphique. Vous pourrez la faire chez vous, tranquillement. OK. Ça vous fera un petit travail à faire. Mais je vais vous donner la forme générale que vous allez obtenir, bien évidemment. D'accord? Alors, de manière générale, donc vous allez avoir ici, les différentes valeurs du travail qui varient, le seul facteur qui varie. Ici, vous avez la production totale, vous avez la productivité moyenne et la productivité marginale. D'accord? Donc, de manière générale, vous allez avoir la fonction de production hein, donc, qui est concave, donc croissante à un rythme accéléré, ensuite ralentie, il atteint un maximum et après, elle est décroissante. Donc, ça, c'est le produit total. Voilà la forme générale. OK? Très bien. Donc ici sur le tableau, hein, donc je vais revenir sur l'explication. Donc on aura, je vais vous donner les repères. Donc ici, hein, donc de 1 en quelque sorte jusqu'à 3. Donc on a un rythme de croissance accéléré. Après jusqu'à 8, donc c'est le maximum. OK, après c'est des décroissants. Hein, d'accord? Très bien. Alors, pour la productivité moyenne, on va commencer par la productivité marginale, donc qui suit un petit peu l'évolution de la production totale.
Donc de 1 jusqu'à 3 si vous voulez. Donc elle est croissante. Un instant. Donc je reviens juste sur le tableau. Donc on a des valeurs. Voilà. Après, donc de 3 jusqu'à 8, elle est, on va dire, positive, hein, donc la productivité marginale, mais elle est décroissante. Okay. Et après 8, donc je regarde en même temps le tableau, donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Et après, donc elle continue à décroître, mais elle devient négative. Et puis la productivité moyenne, donc elle est croissante, de 1 jusqu'à 5, on va dire ici. Ok. La productivité moyenne, elle est croissante, et après, elle est décroissante. Alors, je vérifie juste sur le tableau. Effectivement, donc sur l'intervalle 1 jusqu'à 5, donc on a la productivité moyenne qui est croissante, il passe de 41 à 48, etc. jusqu'à 57. Ok, elle est croissante effectivement. Donc on peut la prendre d'ici. Elle atteint un maximum ici au niveau de 5. Et après, bien sûr, elle est décroissante, la productivité moyenne du travail. Voilà. Donc en général, vous pourrez avoir hein, sur le même graphique les trois fonctions, production totale, productivité moyenne et productivité marginale. Donc je vais le mettre ici, la productivité marginale. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'évolution de la productivité marginale. On est bien d'accord. OK. Donc, si je reviens au tableau, donc je mets ici, comme ça vous pourrez suivre l'explication en même temps. Voilà notre tableau. Donc la productivité marginale, comme je viens de le dire, hein, donc elle est d'abord hein, donc croissante, vous voyez, elle passe de 49 à 60 à 65, et après il va passer à 64. Donc de 1 jusqu'à 3, on a dit, la productivité marginale elle est comment? Elle est croissante et elle est positive aussi, c'est très important de le souligner. D'accord? Ensuite, partir de 4, vous voyez, 4. Voilà, il va passer de 65 à 64. Il va passer à 55. Il va continuer à baisser jusqu'à ce qu'il s'amuse, c'est-à-dire jusqu'à 8. Donc, on a un deuxième intervalle ici. Donc, la productivité marginale du travail, elle est comment? Bah, elle est décroissante, mais elle est positive. Elle reste positive. Vous voyez, toujours plus. Plus, plus, plus. Ensuite, après 8, bien sûr. Donc, voilà. Toute valeur supérieure à 8. Bien sûr, la productivité marginale du travail, elle va continuer à décroître, vous voyez, passe de 0 à moins 31. Mais la nouveauté, c'est qu'elle va être négative. Sa valeur va passer négative. Ok, très bien. Donc, je vais résumer un petit peu tout ce que je viens de expliquer. Donc, évolution de la productivité marginale du travail, comment elle évolue? Eh bien, sur l'intervalle 1, 3, on a dit, la productivité marginale du travail, elle est croissante, positive. Ensuite, vous voyez, hein, donc j'ai inclus 3 ici, donc je dois ouvrir l'intervalle ici. Ça veut dire que ça commence à partir de 4. Voilà. On aurait pu écrire 4, 8, hein, mais bon, juste pour faire la liaison avec l'étape précédente, donc on écrit 3 et on ouvre. Donc ça fait PML décroissante mais positif. Et après, bah 8, 9, la productivité marginale continue de décroître mais elle devient négative. Voilà l'évolution un petit peu de la productivité marginale. Très bien. Alors pour élaborer donc la définition de la loi des rendements marginaux décroissants, comme on l'a dit, on va s'intéresser à l'évolution, c'est normal, de la productivité marginale. Donc on a 3 phases d'évolution. Premièrement, elle est croissante positive, ensuite décroissante positive, et elle finit par devenir hein, donc négative.
Très bien. Alors, ce phénomène, donc, ce que je viens de vous montrer à travers cet exemple, a été déjà observé, constaté de manière plus générale, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise une quantité d'un input croissante, ici le travail, on augmente le travail, avec une quantité fixe, constante d'un autre facteur de production, eh bien, l'output supplémentaire obtenu, en augmentant justement l'input variable, ça va devenir de plus en plus faible, c'est-à-dire décroissant, ok? Jusqu'au point où ça peut devenir même négatif, c'est-à-dire au lieu d'augmenter l'output, au lieu d'obtenir une augmentation de l'output, une production supplémentaire, je vais obtenir une baisse de la production, d'accord? Très bien. Alors, qui a constaté ça pour la première fois? Donc, c'est un économiste français qui s'appelle Robert Turgot en 1768, quand il écrivait donc dans son ouvrage, en accordant, vous avez la citation donc sur le polycope, donc je la relis, en accordant que dans l'état de la bonne culture ordinaire, les avances rapportent 250%, je vais revenir sur les termes, et il est plus que probable qu'en augmentant par degré les avances, chaque augmentation serait de moins en moins fructueuse. Alors, donc je traduis en accordant, c'est-à-dire en supposant que dans l'état de la bonne culture ordinaire, c'est-à-dire des conditions normales pour faire de l'agriculture, c'est-à-dire que il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de catastrophe naturelle, il n'y a pas de sécheresse, donc l'eau elle est disponible, les conditions de température aussi sont normales, etc. Donc voilà, dans des conditions normales de production agricole, eh bien les avances, c'est-à-dire les facteurs de production, ok, rapportent 250%. Donc là, 250%, ça veut dire que ils vont permettre d'avoir une augmentation de la production qui est très très importante. Et bien, il est plus que probable qu'en augmentant par degré les avances, c'est-à-dire que en continuant à ajouter, d'accord, des quantités supplémentaires d'un facteur variable, en général c'est le travail, eh bien chaque augmentation serait de moins en moins fructueuse, c'est-à-dire que chaque augmentation du facteur variable ne va pas à chaque fois donner un output supplémentaire qui est très important. Donc il va être de moins en moins fructueux, c'est-à-dire de plus en plus faible. L'output supplémentaire obtenu va être de plus en plus petit. Donc en gros, Turgot nous dit que voilà, si on suppose que on est dans des conditions météorologiques normales, que la parcelle de terre sur laquelle on va travailler elle est fixe, eh bien l'augmentation de la quantité utilisée des autres inputs, notamment le travail, va augmenter la production, mais la récolte supplémentaire, donc la production supplémentaire, va être de moins en moins importante. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des ouvriers, eh bien on va obtenir de moins en moins de récoltes. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc ce phénomène, en fait, s'apparente à une loi générale, c'est-à-dire qu'il est observé dans plusieurs situations et de manière régulière. Donc si je prends donc un cas qui vous parle concrètement, c'est le cas d'un étudiant, vous êtes soumis aussi à cette loi des rendements marginaux décroissants. D'accord? Comment? Eh bien, si on suppose que pour résoudre des exercices, c'est ça votre output, de micro, de stats, etc., peu importe, vous avez besoin d'ouvrage et de temps. Vous avez besoin aussi de mémorisation, etc. Donc, on suppose que votre capital, c'est-à-dire les ouvrages et votre capacité intellectuelle, donc ils sont fixes, d'accord? On ne peut pas les augmenter tout de suite. Eh bien, le facteur variable qui reste, c'est le temps. Donc, la question, est-ce que en augmentant le temps de travail et en travaillant de manière illimitée, est-ce que vous allez toujours, augmenter la quantité ou le nombre d'exercices que vous allez résoudre, d'accord? Bien évidemment, la réponse est non, donc parce que justement, à partir, c'est-à-dire d'un certain temps, un certain niveau, une certaine durée de travail, votre efficacité, donc votre productivité, il va être de moins en moins élevé. Pourquoi? Parce que vos facultés mentales, notamment la concentration, la mémoire, les capacités de calcul, ils vont baisser. Ainsi, donc, votre rendement ne va pas augmenter avec le temps de manière illimitée. C'est pas parce que vous allez travailler 24 heures sur 24 heures que vous allez donc être toujours efficace. Donc, l'apprentissage, les études obéissent aussi à la loi des rendements marginaux décroissants. C'est-à-dire que, en augmentant le temps de travail, eh bien, à partir d'un certain seuil, à partir d'une certaine durée, eh bien, votre productivité, votre capacité à comprendre, à assimiler les connaissances, à résoudre les problèmes va baisser.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi des rendements marginaux décroissants. Et ce phénomène est à prendre en considération afin de bien, par exemple pour vous concrètement, hein, donc au-delà de l'examen, etc. Donc cette loi, vous pourriez vous en inspirer pour bien gérer vos efforts et vos ressources, d'accord, lors de la préparation aux examens. Et c'est ce que j'ai expliqué, hein, donc c'est-à-dire que il faut avoir un planning de temps, hein, donc bien strict. Il faut aussi hein, donc aménager des période justement pour effectivement se reposer, se changer les idées, faire d'autres activités, etc. pour renouveler justement hein, vos capacités de concentration, vos capacités intellectuelles, etc. pour éviter que votre productivité va chuter et va devenir même négative, c'est-à-dire voilà, tu es devant ton ordinateur, devant tes cahiers, tes ouvrages, etc. mais tu ne comprends pas grand-chose et donc tu te fatigues pour rien en quelque sorte. Donc c'est pour ça que c'est très important dans cette loi. Alors, donc définition générale, la loi des rendements marginaux décroissants, donc on va l'écrire ici, le LRMD, d'accord, stipule que, d'accord, si le producteur combine, d'accord, des quantités croissantes d'un input ou un facteur variable avec une quantité fixe ou une quantité donnée, d'accord, d'un facteur fixe, d'un input fixe, d'accord, à partir d'un certain seuil, d'accord, la productivité marginale de l'input variable, en général le travail, finit par décroître, finit par baisser. Voilà. Donc toujours pour qu'on parle de cette loi des rendements marginaux décroissants, on a besoin d'un facteur variable et d'un facteur fixe. On est à court terme, toujours, elle est valable d'ailleurs à court terme. Et donc si chaque fois on rajoute des quantités croissantes de l'input variable, ou combiné avec un facteur fixe, eh bien la productivité marginale de l'input variable va finir par baisser, bien sûr. Ok. Donc ça veut dire quoi? Si je formalise ici, ça veut dire tout simplement, hein, donc la loi des rendements marginaux décroissants. Ok. Qu'est-ce qu'elle implique? Eh bien, si elle augmente, K est constante, eh bien la productivité marginale du travail va être décroissante, tout simplement. Ok. Voilà un petit peu la définition donc générale. Ok. Alors si on reprend notre tableau ici, ok. Vous voyez, hein, donc on a dit que le capital elle est fixe, d'accord. On va combiner avec cette quantité fixe, par exemple une parcelle de terre, une usine, un bureau, etc. des quantités variables du travail, donc le travail augmente, 1, 2, 3, etc. Donc, dans un premier temps, la productivité marginale, bien sûr, donc il va être positif et croissant, donc ça permet d'augmenter la production de façon très accélérée, rapide, mais à partir d'un certain seuil, donc ici le seuil, il est où? C'est au niveau où la productivité marginale du travail commence à baisser. Donc ici, il commence à baisser à partir de 4, vous voyez. Donc à partir de ce niveau-là, vous voyez, la productivité marginale commence à baisser. Et elle reste positive, donc ça permet d'augmenter la production totale, mais l'output supplémentaire qu'on obtient à chaque fois, c'est-à-dire ici 64, là 57, donc moins que la fois précédente, ici 44 moins que la fois précédente, 25 moins que la fois précédente, donc elle est de moins en moins important l'output supplémentaire. Et l'output supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale du travail. Donc il va être décroissante, il va baisser au fur et à mesure que je continue à embaucher. Et si je continue encore plus loin, eh bien, il peut même devenir négatif. Et au lieu d'avoir un output supplémentaire, une augmentation de la production, je vais avoir une baisse de la production. C'est-à-dire le contraire de mon objectif en tant que producteur rationnel. Donc, c'est pour ça que cette loi, elle est très importante parce qu'il permet aux producteurs de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Parce qu'on a l'impression que, en augmentant le nombre de travailleurs, on va augmenter la production de manière illimitée. Non, il y a un seuil, il y a une limite, vous voyez. Il y a une limite. Donc, si tu dépasses cette limite, eh bien, donc,
Tu dois faire attention parce que si tu continues à embaucher des travailleurs, tu vas avoir de moins en moins de production supplémentaire. Mais après, on va voir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Est-ce qu'on va s'arrêter à ce niveau-là, à 4, ou on va s'arrêter à 8, bien évidemment. Hein. Donc, ce sera l'objectif, bien sûr, de la prochaine séance. Donc, pour l'instant, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on ne peut pas augmenter la production de manière illimitée, tout simplement en augmentant la quantité de travail utilisée. Donc, il y a un seuil, une limite à ne pas dépasser. Il faut le prendre en considération, bien sûr, hein, pour le producteur. Alors, après, bien évidemment, la production totale, vous voyez, elle est croissante, comme on a dit. Dans la première fourchette, premier intervalle de 1 à 3. Donc, lorsque la production marginale de travail elle est croissante aussi à un rythme accéléré. Donc, il augmente, mais plus vite. Après, dans la deuxième fourchette, ici, donc il va continuer à augmenter. Vous voyez, la production, il augmente. Hein. Même si la production marginale de travail, elle est décroissante, il continue à augmenter, mais moins vite. Vous voyez, donc il augmente de façon ralentie. Et une fois il atteint son maximum, bien sûr, donc il va commencer à baisser. Vous voyez, la production, elle passe de... Lorsque la production marginale du travail devient négative, la production totale passe de 384 à 369. Donc, il baisse. Voilà un petit peu pour cette loi. Ce qu'il faudra retenir, c'est que chaque fois qu'on va rajouter du travail, alors que le capital est fixe, ben, à un moment donné, l'output supplémentaire, la productivité marginale va décroître.